des médicaments et de l'équipement pour soulager la faim et la souffrance des Afghans. Les États-Unis d'Amérique sont les amis du peuple afghan. Un si bon ami que la plus grande partie des 10 milliards de dollars dépensés depuis 2 ans en Afghanistan l'ont été en frais militaires. Quand on regarde les grands désastres humanitaires, on s'aperçoit que peu de pays ont reçu moins d'aide que l'Afghanistan. Seulement 3% de toute l'aide internationale est allée à la reconstruction de l'Afghanistan. Un si bon ami que les États-Unis ont jusqu'à maintenant négligé de désamorcer ces bombes à fragmentation qu'ils ont larguées dans le centre de Kaboul, là où des enfants jouent parmi les débris meurtriers. Et on s'attend à ce que les enfants fréquentent l'école dans cette ville dévastée. Le gouvernement afghan perçoit moins de 20% de l'aide qui est versée. Omar Zakiwal est un membre du gouvernement à Kaboul. Eh bien, 20% représente environ 300 millions. 300 millions? On vous demande de reconstruire le pays avec 300 millions. Oh non, le gouvernement n'a pas de fonds pour assurer son propre fonctionnement. Ces 300 millions servent à payer des salaires et l'électricité et ne vont pas à la reconstruction. On dirait bien que ça ne vous laisse presque rien. Le gouvernement n'a pas d'argent pour la reconstruction. L'eau de ce village afghan typique semble propre, mais elle ne l'est pas. Elle est contaminée et la plupart des enfants souffrent de maladies qu'on pourrait prévenir. Depuis le renversement des talibans, peu de choses ont changé. Pour ces gens, la vie est toujours aussi dangereuse. Nous avons trouvé les habitants de 2 villages, survivant à peine dans les décombres de cette manufacture de souliers à Kaboul. Ils ont fui les seigneurs de la guerre qui les avaient volés et qui avaient kidnappé leurs femmes et leurs filles. J'ai passé beaucoup de temps dans des lieux qui avaient subi d'importants bouleversements, mais j'ai rarement vu une ville aussi bombardée et dévastée que Kaboul. Ce ne sont pas les talibans qui sont les grands responsables de la destruction de Kaboul, mais bien les seigneurs de guerre afghans, soutenus, entraînés et financés par les États-Unis depuis plus de 20 ans. Ce sont ces mêmes seigneurs de guerre que George Bush a replacés au pouvoir. Même si le renversement du régime taliban en Afghanistan a entraîné certaines libertés qui ont été fort bienvenues ici, comme la réouverture des écoles et le droit de jouer de la musique, pour beaucoup d'autres gens, c'est une autre forme de terreur qui s'est installée. Une forme de terreur qu'on reconnaît à peine en Occident. Non seulement le gouvernement de Kaboul n'a ni pouvoir ni argent, mais son président, Hamid Karzai, n'ose pas quitter son bureau sans ses 42 gardes du corps fournis par les forces spéciales américaines. Le véritable pouvoir est détenu par ces hommes, les seigneurs de guerre dont le passé de répression et de brutalité diffère à peine de celui des talibans. Plusieurs Afghans les craignent tout autant. Pendant 4 ans, de 1992 à 1996, ils se sont battus les uns contre les autres pour le contrôle de Kaboul, en faisant du même coup 50 000 victimes innocentes. De toute évidence, les seigneurs de guerre sont de véritables terroristes soudoyés par les Américains, avec une fortune en argent liquide et des montagnes d'armes. Aujourd'hui, ils contrôlent le gouvernement à Kaboul, et ils ont réinstallé le commerce de l'opium, d'où provient la plus grande partie de l'héroïne qu'on retrouve dans les rues de Grande-Bretagne. L'organisme Human Rights Watch vient de rompre le silence en rapportant les atrocités perpétrées par des miliciens et des seigneurs de guerre qui ont, à toute fin pratique, pris le pays en otage. Encore une fois, la plupart des victimes sont les femmes.
Aujourd'hui, les femmes sont libres et participent au nouveau gouvernement de l'Afghanistan. Nous sommes heureux d'accueillir la nouvelle ministre de la Condition féminine, Dr Sima Samar. Le docteur Sima Samar est un symbole de la résistance afghane et de l'esprit humanitaire. Elle a défié les talibans et ouvert des cliniques pour les femmes. En 2001, le docteur Samar et une autre femme ont été nommés au sein du nouveau gouvernement pour incarner la nouvelle liberté. Mais aussitôt que les applaudissements se sont tus à Washington, on l'a évincé du pouvoir. Les seigneurs de guerre n'allaient pas tolérer qu'on défende haut et fort la liberté des femmes. Aujourd'hui, le docteur Samar craint constamment pour sa vie et est entouré de gardes du corps jour et nuit. Personne ne comprend mieux qu'elle le désespoir des femmes afghanes. Il n'y a pas eu grand changement. La majorité des femmes n'ont pas accès aux soins de santé, à l'éducation ou au marché du travail. La libération des femmes afghanes est une illusion et leur situation est désespérée. Depuis le renversement des talibans, l'organisme Human Rights Watch a recueilli des preuves d'enlèvement et de viols collectifs de femmes, de filles et de garçons. Des écoles pour filles ont été incendiées. Dans la ville de Herat, les femmes peuvent être arrêtées si elles conduisent une voiture. Si on les surprend en compagnie d'un homme qui n'est pas de la famille, même un chauffeur de taxi, elles peuvent être soumises à un test de chasteté. Voici Marina. Elle est membre d'une organisation extraordinaire, appelée les Femmes révolutionnaires d'Afghanistan, qui protège et éduque les femmes, en plus d'enquêter sur la répression dont elles sont victimes. Il y a moins d'un mois, un groupe de femmes ont été violées par des soldats, et 35 d'entre elles, accompagnées de leurs enfants, ont préféré sauter dans la rivière et mourir plutôt que d'être violées de nouveau. Les femmes ne se sentent pas en sécurité. La police et les tribunaux ne font pas leur travail. Il existe des endroits où on craint vraiment les autorités et les groupes armés. Il y a des cas de femmes qui ont été kidnappées par des groupes armés, de gens incarcérés dans des prisons privées, des cas d'hommes ou de femmes qui ont été ramassés dans la rue, presque au hasard, afin de vérifier s'ils étaient mariés ou non.